L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Jean-Michel Bellet, donc nous sommes en direct avec vous et avec grand plaisir. Est-ce que vous avez le sentiment, comme l'a dit Jean-François Copé hier, que François Hollande, qui va bientôt s'exprimer, est une sorte de spectateur impuissant d'une politique économique qui va directement dans le mur? Nullement. François Hollande est un homme déterminé. Il l'a montré encore hier et il le montre depuis qu'il est à l'Élysée. C'est un homme courageux et c'est un chef d'État de grand talent. Quant à notre politique économique, je n'ai pas du tout l'impression qu'elle aille dans le mur. Elle est maîtrisée, mais il est vrai que nous sommes dans un contexte très difficile, que la France n'est pas la seule nation en difficulté. Et je crois même qu'en Europe, pour n'en rester que là, il en est qui sont beaucoup plus mal en point, et que nous avons quand même, parce que nous ne sommes là que depuis 10 mois, hérité d'une situation vraiment dramatique, pire que ce que nous pensions. Oui, mais alors comment vous expliquez justement que les sondages soient aussi défavorables, que les élections partielles soient perdues? Elles sont même pas perdues, elles sont presque humiliantes pour la candidate socialiste dans l'Oise, parce que vous avez quand même une grande expérience de terrain, donc vous savez, vous entendez ce qu'on vous raconte. D'abord, c'est une élection partielle. Dans l'Oise où l'UMP avait été réélu, donc il y avait peu de chance cette fois-ci. D'accord, c'est que les partiels sont toujours défavorables à la majorité sortante. Mais au-delà, j'entends bien ce que vous me dites, et j'entends d'ailleurs ce qui se dit dans les médias, qui est un réquisitoire implacable, permanent, contre la majorité, contre le gouvernement. Je trouve cela très injuste. Nous sommes là encore pour 4 ans, nous avons un cap, il a été tracé, il est tenu, nous avons dit que nous voulions désendetter la France, nous nous y sommes mis, d'ailleurs, il n'est qu'à voir, hein, on dit 3,7% de déficit par rapport au PIB. Alors on nous dit, ah oui, vous aviez dit 3, c'est vrai. Mais il y a des moments où il faut savoir quand même remettre des choses en question. Mais il y a 2 ans, c'était 7,6 du temps de Sarkozy. Nous avons une dette tout à fait considérable. Il y a nécessité de remettre la France sur les rails. C'était un des engagements de François Hollande et nous y mais il y a deux aspects ce matin qui peuvent quand même c'est pas facile, c'est vous pas interpeller, parce que vrai. Par exemple, on est en train de revenir via le Conseil d'État, puis avant avec le Conseil constitutionnel sur les 75%. Oui, Copé a énormément insisté sur cette fiscalité à la française, en gros dingo, je caricature. Et puis il y a quand même un deuxième aspect qui est l'aspect du chômage, le traitement social du chômage qui visiblement ne fonctionne pas. Vous allez quand même pas me dire que ces deux aspects-là fonctionnent. Les 75%, je suis ravi que cette proposition passe à la trappe. Je l'ai toujours combattu, j'ai toujours dit mon désaccord. Bon, c'était une annonce de campagne. Quant au chômage, il est tout à fait considérable, c'est vrai. Je ne vais pas vous dire que nous sommes en création d'emplois encore aujourd'hui, Veolia, mais tout cela est lié à la crise économique. Oui, ça vous me dites tout va bien, mais en même temps, 75%, je ne dis pas tout va bien. Vous me dites tout va bien, mais 75%, c'est pas terrible, et le chômage, ça fonctionne pas. Tout va bien. Je dis que nous sommes dans une situation à nul autre pareille, que la plupart des pays du monde sont dans une situation encore plus dramatique et que M. Copé serait bien inspiré de se taire quand on voit le bilan de l'UMP qui a gouverné la France pendant 10 ans, parce que quand même, c'est pas en 10 mois qu'on allait tout faire. Alors que M. Copé commence à s'apprendre à Nicolas Sarkozy et à lui-même à ses amis UMP. Gilles Leclerc, nous sommes en direct avec Jean-Michel Bellet. Jean-Michel Bellet, pour revenir sur la pression fiscale, le Conseil d'État, en effet, recommande ce matin de taxer les très hauts revenus à 66,6%. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne mesure ou, au fond, il faut complètement abandonner cette mesure? C'est déjà préférable aux 75%. Mais essayons de le voir de manière globale. Bien sûr que quand il faut faire des efforts, ceux qui possèdent le plus, les riches, n'ayons pas peur de le dire, doivent faire un effort beaucoup plus considérable que les autres. D'abord parce que c'est eux qui ont de l'argent, et deuxièmement parce qu'ils doivent donner l'exemple. Ça me semble tout à fait naturel. Mais il faut trouver le bon équilibre. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent, allez, allons-y, taxons. Les taxes, il faut quand même savoir manier ça avec précaution et rester raisonnable. Bon, vous seriez pour une pause de la pression fiscale jusqu'à la fin du quinquennat? J'allais vous dire que de manière provisoire, nous demandions des efforts considérable. Quand on est taxé à 70% de ce que l'on gagne, c'est-à-dire que 7 mois de l'année, on travaille pour l'État. Moi, je peux partager cette vision des choses. Mais d'autant plus que ça doit vous concerner. Comme vous. Mais c'est vrai. Bon, mais ça ne peut pas être un mode de fonctionnement. Donc, je dis, allons-y tant que c'est indispensable. Et nous sommes dans une période où tout le monde doit faire un effort tout à fait important, mais ensuite, il faut revenir à des choses plus normales et des équilibres plus normaux concernant l'impôt. François Hollande doit s'exprimer la semaine prochaine. François Mitterrand ce matin. Jean-Michel Bellet a été plusieurs fois Vous attendez quoi de sa part? De la pédagogie ou une annonce forte ou quelque chose de spectaculaire? Qu'il remette les choses en place.
le cap est tracé. Nous avons fait en 10 mois beaucoup de réformes, et non des moindres, pacte de compétitivité, le contrat de génération, les accords quant à la flexibilité de l'emploi dans les entreprises entre patronat et syndicats, c'est quand même là une rupture avec les affrontements qu'il y avait. Vous attendez quoi de sa part, puisqu'il doit s'exprimer? Donc il faut qu'il explique aux Français ce que nous faisons, que nous le faisons bien, et qu'ils le comprennent. Et si en l'expliquant aux Français, il pouvait aussi convaincre les médias d'un peu moins nous canonner à longueur de matinée et de soirée, ce serait très bien, parce que c'est immérité. Je ne dis pas que ce qui est fait est parfait. Naturellement, les difficultés sont trop considérables. Je ne dis pas que la situation est merveilleuse, cher Guillaume Durand, mais je dis que le traitement qu'on nous inflige est très immérité, et du coup, l'opinion publique est à l'unisson, et l'opinion publique, naturellement, elle est inquiète. Elle est inquiète pour son pouvoir d'achat, elle est inquiète pour les points d'emploi, je le comprends très bien. Alors avec Gilles, on va revenir sur le cumul des mandats. Vous êtes président du Conseil général, vous êtes sénateur, vous êtes président du PRG. Moi, je voudrais vous poser 2 questions concernant 2 personnes que vous connaissez bien. D'abord, le sieur Tapie, qui rachète tous les journaux dans le Midi, que vous avez bien connu au PRG. Est-ce que son objectif à terme n'est pas de racheter tous les canards boiteux de la presse de province, vous qui êtes un des ténors de cette presse de province, pour les revendre après? Ses arrière-pensées, c'est quoi? Écoutez, demandez-lui. Moi, attendez, vous connaissez. Tapie ne me confie pas ses perspectives. J'ai parlé de tout cela avec lui quand il est rentré à la presse en lui disant combien c'était un secteur difficile et en même temps passionnant. Mais combien c'est un secteur en crise de manière dramatique, là aussi à l'évolution sur Internet. Ensuite, Tapie, c'est un homme d'affaires, un repreneur. Il est aujourd'hui dans la presse. Hier, il était dans notre secteur. Peut-être demain, qu'il sera dans d'autres. Il me semble passionné par la PQR aujourd'hui. Tant mieux, parce qu'il n'y a plus beaucoup de repreneurs quand les journaux se cassent la figure. Et il en est de très nombreux. Et encore demain, il y en aura. Mais quand il était avec vous et qu'il est passé à Nicolas Sarkozy, est-ce que vous avez l'impression que justement c'était l'arbitrage qu'il souhaitait obtenir derrière ce changement politique sensible que vous avez observé? L'arbitrage quant à la presse? Non, l'arbitrage quant à sa situation personnelle. Alors là encore, moi je ne suis pas dans les secrets des conversations entre Nicolas Sarkozy et Bernard Tapie. Bernard Tapie m'a toujours dit qu'il était un homme de gauche. Il a soutenu Sarkozy, soi-disant parce qu'il n'aimait pas Ségolène Royal. À ce moment-là, d'ailleurs, nous sommes éloignés l'un de l'autre puisqu'il s'est fait virer du parti radical de gauche. Bon, ça ne nous empêche pas d'avoir des relations normales. C'est un personnage qui a du tempérament, charismatique, mais je ne suis pas son confident personnel. D'accord. Cahuzac et cumul des mandats avec évidemment Gilles Leclerc. Oui, sur le cumul, ou plutôt le non-cumul, le texte va venir bientôt au Sénat. Qu'est-ce que fera Jean-Michel Beillet au moment de l'examen de ce texte au Sénat? Vous voterez contre? Je suis contre ce texte, parce que quand on dit non-cumul, en réalité, les citoyens passent cumul des indemnités, et je suis pour que ceux qui ont plusieurs mandats ne prennent qu'une indemnité. Mais je dis qu'on ne prend pas les choses dans l'ordre. La France, que l'on compare aux grands pays européens, n'est pas un pays fédéral. Nous sommes encore très jacobins. Le pouvoir est toujours à Paris. Si nous voulons aller plus loin, commençons par faire une loi ambitieuse de décentralisation, beaucoup plus ambitieuse que celle qui est actuellement en discussion. Créons le statut de l'élu. Après, on verra s'il a lieu de cumuler les mandats. Mais il n'est pas nécessaire de vouloir singer à tout prix les autres pays. Le système actuel fonctionne bien. Et c'est la condition de l'efficacité d'un élu. Et c'est aussi la condition de la proximité de l'élu. Imaginez, vous êtes tous en train de dire qu'on légifère trop, qu'il y a trop de normes. Nous-mêmes le disons aussi. Quand les parlementaires, députés et sénateurs vont être 6 jours sur 7 au Parlement à ne faire que cela. Moi, je suis pour qu'ils soient avec leurs électeurs dans les départements et qu'ils connaissent les dossiers. Donc vous pronostiquez un vote négatif au Sénat sur un texte qui au Sénat, je pense que ce texte ne passera pas et nous le combattrons. Mais après, la discussion est déjà ouverte avec le ministre de l'Intérieur. Je ne doute pas que nous réussirons à l'améliorer, car je rappelle que le cumul des mandats est déjà limité. C'est pour aller encore plus loin. Un Sénat, soi-disant le Haut Conseil des communes de France, sans maire aucun et sans président de région, de département, c'est un peu bizarre quand même. Comment vous avez vécu la séquence Jérôme Cahuzac? Après tout, territorialement, c'est quelqu'un qui n'est pas très loin. Il n'est pas très loin de chez vous. Oui, c'est mon voisin de département. Mal, parce que Jérôme est un ami, parce que c'était un des ministres les plus talentueux du gouvernement. Il a pris courageusement ses responsabilités. Nous avons vu d'ailleurs qu'il en était mortifié. Mais ainsi va la vie publique. Elle est souvent cruelle. J'espère que désormais, délié de toute solidarité gouvernementale, il pourra prouver son innocence et je suis sûr qu'il va s'y consacrer avec l'énergie que nous lui connaissons. Mais vous lisez probablement Mediapart, même si ce n'est pas la presse que vous préférez.
On dit qu'il y a 15 millions sur le compte, que le compte est arrosé par les laboratoires pharmaceutiques. Enfin, tout ça, quand même, rappelle une ténébreuse affaire. Je le disais déjà hier en reprenant ce roman célèbre de Balzac, mais c'est quand même étonnant tout ce qui se passe. Qui n'est pas une manière d'accabler ce matin Cahuzac. Hein. Écoutez, les hommes politiques sont souvent plus que critiqués, mis en cause. Bon, là c'est le cas, avec Jérôme Cahuzac, qui n'est quand même pas le dernier du gouvernement. Bon, il a démissionné, il a pris ses responsabilités, et il dit tout cela est faux. Moi, j'ai quand même tendance à rester sur la présomption d'innocence quand elle est affirmée. Ensuite, nous verrons comment tout cela se termine. D'ailleurs, Copé n'a pas tellement... J'ai confiance en Cahuzac. Mais il n'a pas tellement insisté, Copé, hier, lors de la motion de censure, justement, sur cette affaire. Donc, est-ce qu'il y a un changement de climat? Que l'on revienne à de meilleures mœurs, moi, c'est le radical laïque qui le dit. Quant au respect des personnes, j'ai très mal vécu la manière dont Wörth s'était fait lyncher. Et vous ne trouverez pas un seul propos de Jean-Michel Bailly ou des radicaux de gauche à l'encontre de monsieur Wörth. Donc qu'on revienne à de meilleures mœurs, à plus de respect des personnes et de la présomption d'innocence, je trouve que c'est une bonne chose. Dernière question, Gilles Leclerc. Dernière question, vous venez de dire je suis un radical laïque, on sait que la laïcité c'est une des valeurs fortes des radicaux de gauche. La décision de la Cour de cassation de renvoyer devant la justice l'affaire Bébilou, où une salariée avait refusé d'enlever son voile pendant son travail, ça provoque quoi chez vous? En 30 secondes. En 30 secondes, ça me choque beaucoup. Parce qu'une crèche, c'est pas un endroit comme un autre. C'est là que l'on façonne, dès le plus jeune âge, les enfants. Et je pense que ça doit être un endroit neutre religieusement et neutre politiquement. Voilà, dernière donc appréciation de Jean-Michel Bailly. Merci d'être venu avec nous. Dites-vous, vous n'avez peut-être pas le sentiment que le rugby est passé définitivement dans le sud-est, à Toulon? Parce que non, vous allez voir. Nous n'avons pas dit notre dernier mot au Stade Toulousain. Mais c'est vrai qu'à ce moment, nous ne sommes pas non plus, y compris le Stade Toulousain, au milieu de notre forme. Le sourire de Jean-Michel Bailly. Merci, bonne journée à vous. Gilles, on se retrouve évidemment demain sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Dans un instant, donc, le rappel des titres.